Paul-Émile Debrault naît à Ancerville, Meuse, le 13 Fructidor en 30 août 1796. Son père, Claude-Paul Debrault, huissier à la justice de paix, vint à Paris avec sa famille. En 1797, il copiait à l'école de médecine les tables de thèse soutenues à cette faculté, et occupa cette place de 1798 à 1827. Il habitait au no 7 de la rue de l'École de médecine. Devenu veuf, il se remaria le 6 juin 1827 et mourut 6 ans plus tard. Le 30 avril, Paul-Émile est donc né du premier mariage. Il fait ses études au lycée impérial. Il est employé à la bibliothèque de l'école de médecine. Henri Avenel, dans sa biographie écrit, il reste peu de temps dans cette place. De 1816 à 1817 seulement. Les goguettes assurent sa notoriété. Théophile Marion Doumersan en parle ainsi en 1866. On avait vu, à l'imitation du caveau moderne, fondé en 1806, se former des sociétés chantantes dans la plupart des villes de France. Des sociétés rivales ou émules surgirent dans la capitale. Et, comme tout le monde ne pouvait pas être membre du caveau, on fonda d'abord la société de Montmousse, où se firent remarquer Étienne Jourdan, Casimir Ménétrier, Hyacinthe Leclerc, et par-dessus tout Émile Debrault, qui devait bientôt devenir le chansonnier populaire par excellence. Debrault est un fervent de la légende napoléonienne. En 1817, il écrit une de ses plus fameuses chansons Te souviens-tu, qui exalte le souvenir des campagnes militaires impériales. L'année suivante, la statue de Napoléon Ier ôtée du sommet de la colonne Vendôme en 1814 est fondue. Il écrit la chanson La Colonne, en hommage à la colonne Vendôme et à la gloire de l'empereur Napoléon Ier. Il la crée la même année à la goguette des Gailurons réunis à Paris à l'estaminet Sainte-Agnès, rue Jean-Jacques Rousseau. Elle obtient rapidement un immense succès et lance son auteur comme chansonnier. Il fait partie, en 1818, de la Société des soirées de Montmousse. On trouve deux de ses œuvres, un couplet, chanté lors de son admission aux soirées de Montmousse, ainsi que la chansonnette Regardez, mais n'y touchez pas, imprimée dans le cahier lyrique de mars 1818 publié par plusieurs membres de cette société. Cette publication porte, en exergue, sur la couverture, ce quatrain de Chavance de F., président de la société. Notre culte un peu paillé fut le premier, j'ose dire, dès qu'un mortel aima rire. Ne fut-il pas Maumusien? Le 17 janvier 1818, Debrault se marie avec Agla et Corneille Tattegrin. De ce mariage naîtront deux enfants, Gustave Debrault et Estelle Alphonsine Cornélie Debrault, qui devint l'épouse de Jean Deloye, fabricant de jouets, en 1822. Un recueil des chansons de Debrault est saisi à la requête du procureur du roi. Il est condamné à 1 mois de prison et 16 francs d'amende par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 21 février 1823. Non, ainsi que le disent la plupart de ses biographes, pour « attaque contre le pouvoir », couplets patriotiques et satiriques, etc. Mais, tout comme Béranger et tant d'autres écrivains, pour outrage aux bonnes mœurs. Ce jugement vise 4 chansons. C'est du Nanan, La Belle Main, Lisa, Mon cousin Jacques, inséré dans le recueil ayant pour titre Le nouvel enfant de la goguette. Pour auteur, le sieur Debrault, et pour éditeur le sieur Charles Lecouvet, ou Lecouvet. Son emprisonnement à la suite de l'arrêt rendu contre lui l'amène à publier Voyage à Sainte-Pélagie en mars 1823. Paris, Lebègue et Édouard Garneau, 1823, De Vol, in 12, récit du séjour qu'il fit dans cette prison. Le voyage à Sainte-Pélagie est une sorte de pot-pourri où Debrault cède fréquemment la parole à ses compagnons de chaîne, du Corridor Rouge, l'improvisateur Eugène de Pradel, l'historien Léonard Gallois, d'Arras, Robert Gaillard, etc. On y trouve quantité de chansons composées par lui et par ses camarades sur Sainte-Pélagie, sur la liberté, l'amour, etc. On y trouve même plusieurs longs poèmes, des Messéniennes, selon la locution de l'auteur. Debrault, à la suite de son emprisonnement,
écrit une chanson comique où il décrit avec humour les déplorables conditions de vie qu'il a connues à cette occasion. Elle est intitulée « Les agréments d'une prison ». Le rire paraît avoir été un aspect essentiel de la vie de Debro. En témoigne dans les années 1820 sa chanson La Ripopée, parodie de son émouvante chanson Te souviens-tu, loin de réserver la ripopée à quelques proches choisis. Il la publie dans le gros recueil de ses chansons juste après la chanson caricaturée. Debro aime se retrouver joyeusement avec d'autres goguetiers. Charles Colemans dans sa chanson Le Cabaret des Trois Lurons se rappelle son souvenir ainsi que celui de Gustave le roi et dauphin, habitué qu'il rencontrait dans cet établissement, aux éclats d'une gaieté folle, aux élans d'un plaisir sans fin. Debro chantait la gaudriole, le roi trinquait avec dauphin, le picton soutenait la vervette ses aimables biberons. Momus avait sous les Minervaux au cabaret des Trois Lurons. Dans les années 1820, dans sa chanson Les Goguettes, ou petit tableau des sociétés lyriques connues sous cette dénomination vulgaire, Émile Debro se moque gentiment des goguettes. Il exprime aussi sa critique dans la chanson Les Roquets. Jadis, en nos vieilles goguettes, le bon sens était respecté, et le refrain des chansonnettes faisait jaillir une folle gaieté. Des coupetiers. Pourquoi donc la milice et nous endort et lance ses chants momusiens? C'est qu'un roquet, dès qu'il lève une cuisse, prétend péter comme les grands chiens. Ou encore dans la chanson Laissons passer les plus pressés. Assez souvent dans nos goguettes, des HEC pauvres rimailleurs sans gaieté, pour nous débiter des boulettes, veulent avoir la primauté. Bah, me dis-je, il faut les entendre, j'en vois là-bas des apostrophes plus exercées. Nous ne perdons rien pour attendre. Laissons passer les plus pressés. Dans la chanson badinée, mais restez-en là, il déconseille de faire sérieusement de la politique dans les goguettes. Je sais fort bien que dans la chansonnette on peut glisser un caustique couplet. On peut, je crois, au sein d'une goguette, au grand du jour lancer un malin trait. J'applaudis même au flonflon qu'on décoche contre un ministre ou contre Loyola. Et cependant, de crainte d'anicroche, badiner, mais restez-en là. Il précise aussi, par ailleurs, son rapport avec la politique. Des lecteurs chagrins m'ont fait quelquefois le reproche d'avoir presque toujours introduit la politique dans mes chansons. Ce reproche m'a paru fort drôle. Apparemment les braves gens qui me l'adressaient se sont imaginés que la chanson n'avait été inventée que pour célébrer l'amour et le vin. Et probablement ils n'avaient jamais su qu'à l'exemple de la comédie, mais dans un genre beaucoup moins élevé, la chanson était consacrée à la censure des vices, des travers, des abus, et des ridicules du siècle. Or, dans le nôtre, où la politique a tout envahi, comment aurait-on pu faire des chansons sans que la politique vînt se glisser sous la plume du chansonnier? Un certain nombre de publications sont faites en commun par Émile Debro et Charles Lepage. Le recueil commun intitulé « Chansons nouvelles de MM. Accent aigu M. Debro et CH. Lepage, publié en 1826, porte à la fin l'indication qu'il s'agit d'une publication par fascicule, réalisée par souscription. Sur la couverture du fascicule conservé à la Bibliothèque nationale de France est précisé qu'il s'agit de la deuxième livraison. En 1830, Debro habite le village d'Orcel, aujourd'hui rue d'Orcel, no 14, à Montmartre, où il compose, en collaboration avec Dauphin, le bréviaire du chansonnier, ou l'art de faire des chansons. Il écrit assidûment dans le journal L'Extramuros, dont les bureaux sont situés à leur passage du Grand Cerf, no 6, et dont le directeur est Charles Lepage. Il fait paraître une folie populaire en un acte, une séance de goguettes, volume rare, dont la Bibliothèque nationale de France ne possède même pas un exemplaire. Il publie en outre une série d'articles sur le théâtre Seveste, et sur la troupe du théâtre de la place d'Ancourt. Le 12 février 1831 Debro, qui était soigné par le docteur Morel de Rubempré, meurt au 39 de la rue des Lombards dans sa 35e année de la phtisie dont il était malade depuis longtemps. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise. Émile Debro était un ami du goguetier Charles Lepage.
Avec celui-ci il avait projeté la création de la goguette de la Lys chansonnière. La mort prématurée de Debrau l'empêche d'y participer. La Lys chansonnière est fondée par le seul Charles Lepage quelques mois après. La femme de Debrau, Aglaé Cornélie, meurt à Paris le 14 octobre 1836. Elle est inhumée au cimetière Montparnasse en fosse commune, ce qui indique qu'elle vivait dans la misère matérielle. Chose confirmée par une note sur Debrau publiée dans le volume 3 des œuvres complètes de Pierre-Jean de Béranger publié en 1839. Sa pauvre famille, à Debrau, après sa disparition, n'a obtenu que d'incertains et faibles secours dans la répartition faite par le comité des récompenses nationales. Debrau a écrit un certain nombre d'ouvrages. On lui doit aussi nombre de chansons populaires et nationales, qui eurent une grande vogue et ont été réunies par Béranger. 1835. 3 volumes in 32. Au nombre de celles-ci les plus connues étaient Te souviens-tu, 1817, La colonne, 1818, Fanfan la tulipe, 1819, Marengol Prince Eugène les Montchaillan, 1818, Le conscripteur Petit Mimile aujourd'hui, excepté Fanfan la tulipe, les chansons, ainsi que la vie et le nom de Debrau, sont largement oubliés par le grand public.